Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de votre feuille de TD numéro 6 sur les fonctions. Et on va s'intéresser à une fonction qui est définie non pas directement sur un ensemble E, mais sur les parties d'un ensemble E. On va fixer à l'avance deux sous-ensembles A et B dans E. Donc si on fait ça sur un dessin, on va dessiner un patatoïde qui représente l'ensemble E. Ici, on a A et ici, on a B, par exemple, deux sous-ensembles de E. Et on considère l'application F qui va manger un autre sous-ensemble de E, donc mettons celui-ci par exemple, et qui va renvoyer le couple x inter A, x inter B, qui est donc un élément de P de A, puisque x inter A est un sous-ensemble de A, croix P de B, puisque x inter B est un sous-ensemble de B. Donc sur mon dessin, ici on a x inter A, c'est un sous-ensemble de A. En violet. X inter B en orange, c'est bien un sous-ensemble de B. Et l'application F, AX, donc A, ce sous-ensemble ici, X, va associer un couple d'ensembles. Donc d'une part, il y aura le bout que j'ai surligné en violet, qui est un sous-ensemble de A, et de l'autre, le bout en orange, qui est un sous-ensemble de B. Donc qui appartient à... Donc le couple appartient à P de A, croix P de B. Donc c'est une fonction peut-être un peu plus abstraite que d'habitude, mais ce qu'on va faire est finalement très classique. On va regarder, est-ce que cette fonction est injective? Est-ce qu'elle est surjective? Et du coup, en dernier lieu, on en déduira à quelles conditions elle est bijective. On commence donc par l'injectivité. On veut montrer que f est injective si et seulement si A union B égale E, c'est-à-dire si A et B, A et 2 recouvrent E en entier. Alors, on va démontrer comme souvent cette équivalence par double implication. On va commencer par supposer que A union B égale E, et on va en déduire que F est injective. On suppose A union B égale E, et on montre que F est injective. Et pour montrer que F est injective, on va prendre deux éléments de l'espace de départ. Donc ici, en l'occurrence, ce sont des sous-ensembles de E, dont on suppose qu'ils ont la même image par F. Et on va montrer, en utilisant l'hypothèse évidemment que A union B égale E, que x égale y. Comment on va faire ça? Eh bien, puisque f de x égale f de y, ça nous dit que, d'une part, x inter A, la première composante de f de x, est égale à la première composante de f de y, c'est-à-dire y inter A, et d'autre part, x inter B est égal à y inter B, la deuxième composante de f de y. Mais du coup, x inter A union x inter B, si je fais l'union des deux lignes là, c'est égal à y inter A union y inter B. Et du coup, là, ce que je vois, c'est que je peux en quelque sorte mettre le x en facteur. Vous vous rappelez, c'est une des lois de la théorie des ensembles qu'on avait étudiée lorsqu'on avait étudié la théorie des ensembles. Ça, en fait, c'est x inter A union B. Et lui, du coup, symétriquement, c'est y inter A union B. Or, A union B, c'est E. Donc, x inter A union B, c'est x inter E.
Et y inter A union B, c'est y inter E. Et E, c'est l'ensemble total, hein. X est un sous-ensemble de E. Donc x inter E, c'est x, y inter E, c'est y. Et donc si vous remontez toute ma chaîne d'égalité ici, on voit qu'on a bien obtenu x égale y. Donc f est injectif dans ce cas. Maintenant, on va montrer l'autre implication par contraposé. Autrement dit, on va supposer que A union B n'est pas égal à E. Et on va montrer que F n'est pas injective. Donc intuitivement, quelle est l'idée ici? Si on essaie à nouveau de faire un dessin. Supposons que A union B soit pas égal à E tout entier, ça veut dire qu'il y a de la place entre A et B. Ça veut dire qu'il y a des points dans E qui sont ni dans A ni dans B. Mais du coup, ce que vous voyez ici, c'est que je peux prendre un ensemble X, comme ceci, et un ensemble, je vais le faire d'une autre couleur, comme ça on verra mieux, un ensemble Y, comme ça. Tel que du coup, f de x, donc vous voyez ici, x inter A, c'est égal à y inter A, x inter B, c'est égal à y inter B. Pardon. Donc, x c'est lui, en orange, y c'est lui en violet, et vous voyez qu'il a la même intersection avec A et B que x, mais néanmoins, x est différent de y, et la raison pour laquelle on arrive à faire ça, c'est parce que comme il y a des points de E en dehors de A et B, on peut comme ça contourner x avec notre ensemble y, et du coup obtenir un ensemble qui est différent, mais il est différent seulement en dehors de A et B. Et ça, évidemment, c'est pas possible si A union B, ça recouvre tout le monde. On pourrait pas avoir des ensembles qui sont égaux dans leur intersection avec A et B, mais qui sont inégaux en dehors de A et B, puisqu'il n'y aurait rien en dehors de A et B. Donc c'est ça un peu l'idée de cette preuve d'injectivité. Donc comment on formalise ça? On a dit, on suppose que A union B est différent de E tout entier, on veut montrer que F n'est pas injective, donc on cherche... Oups là. On n'écrit pas avec le surligneur, ça ne sert à rien. Donc on cherche deux éléments x et y, comme sur mon dessin, deux éléments de P de E, qui sont différents mais qui ont la même image par F. Et dans ce cas-là, on aura montré que F n'est pas injectif. Du coup, comment va-t-on faire ça? Puisque A union B est différent de E, ça veut dire qu'il existe un x qui est dans E mais qui n'est pas dans A union B. A union B, il est inclus dans E, mais il n'est pas égal à E. Il existe donc un x dans E qui n'appartient pas à A union B. Autrement dit, x appartient à A union B complémentaire, c'est-à-dire à A complémentaire inter B complémentaire. Qu'est-ce qu'on en fait de ce x-là? Bah, x appartient pas à A.
puisqu'il est dans le complémentaire de A. Du coup, l'intersection du singleton X avec A, c'est l'ensemble vide. X appartient pas à B non plus. Donc l'intersection de singleton X avec B, c'est aussi l'ensemble vide. Du coup, f de singleton X est égal au couple ensemble vide, ensemble vide. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre ensemble qui nous donne ça? Bah, tout simplement ensemble vide lui-même. F de l'ensemble vide, c'est vide inter A, vide inter B, donc c'est aussi le couple vide-vide. Du coup, on a singleton X qui est différent de l'ensemble vide, puisque X il existe bel et bien, c'est ce qu'on a dit ici. Donc le singleton X évidemment est non vide. Mais leur image par F, donc l'image de singleton vide par F, de singleton X par F et de vide sont égales. Donc, F n'est pas injective. On a donc montré que si A union B était égal à E, alors F était injective, et si A union B n'est pas égal à E, alors F n'est pas injective. Donc F est injective si et seulement si A union B est égal à E. Passons maintenant à la question de la surjectivité. Cette fois, on va vouloir montrer que F est surjective si et seulement si A et B sont disjoints. Donc, on va procéder comme précédemment par double implication et on va commencer par supposer que A et B sont disjoints et en déduire que F est surjective. Supposons que A inter B soit disjoint et montrons que F est injective pour cette première application. Que F est surjective, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire montrer que F est surjective? Ça veut dire qu'il faut que je prenne un élément quelconque de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire un couple UV de l'ensemble P de A croix P de B, et je vais chercher un sous-ensemble X dans E, tel que f de x soit égal à ce couple UV, tel que x en fait soit un antécédent par f de UV. Donc à quoi ressemble la situation si on dessine ça sur des patates? Vous remarquerez que j'aime beaucoup les patates, c'est probablement parce qu'il est tard. Et que je pense à les frites. Ok, du coup, reprenons nos patatoïdes A et B. On a dit qu'on prenait un sous-ensemble U dans A et un sous-ensemble V dans B. Et on cherche un sous-ensemble de grand X, de grand E, pardon, un sous-ensemble X de grand E, tel que f de x, ça donne pile UV. Et ce qu'on va montrer, comme toujours, n'écrivons pas avec le surligneur, c'est assez moche. Ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, il suffit de prendre U union V. Donc là, si vous regardez sur mon dessin, vous devriez assez facilement vous convaincre que U union V, vu que U et V, ils ne se touchent pas du tout, il y en a un qui est dans A et l'autre qui est dans B, du coup, A inter U, ça va être... A inter U union V, ça va être juste U. Et d'un autre côté, puisque V est inclus dans B et que
il touche pas A, donc il touche pas U. B intersecté avec U union V, ça va juste nous donner V. Donc, il ne s'agit pas de le voir sur le dessin, évidemment, on va le montrer avec des preuves ensemblistes. On a d'une part X inter A, c'est donc c'est donc U union V inter A. Et si je développe, j'ai donc U inter A union V inter A. Or, U est inclus dans A, donc U inter A, ça fait U. C'est quelque chose qu'on avait aussi démontré dans un TD de théorie des ensembles. Et d'un autre côté, V est inclus dans B, donc V inter A est inclus dans B inter A, qui par hypothèse est vide. Donc V inter A, c'est l'ensemble vide. C'est le seul sous-ensemble de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide lui-même, bien sûr. Donc X inter A, ça nous fait U union vide, ça fait bien U. On obtient de même que X inter B, c'est-à-dire U union V inter B, on peut le développer en U inter B union V inter B. Or, d'une part, U est inclus dans A, donc celui-là est inclus dans A inter B, donc il est vide. Et celui-là, il est égal à V, puisque V est inclus dans B. Donc, comme précédemment, X inter B, ça va juste faire V. On a donc bien f de x égale UV. Donc, pour n'importe quel élément UV de l'espace d'arrivée de F, on a trouvé un antécédent de UV par F, qui était tout simplement U union V. Donc, F est surjectif. Passons maintenant à l'autre implication. Et comme dans la question précédente, on va raisonner par contraposé. Donc on montre cette implication par contraposé. On va donc supposer que A inter B est non vide, et on va déduire que F n'est pas surjectif. On suppose que A et B ne sont pas disjoints. Et montrons que F n'est pas surjective. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va exister un élément dans l'espace d'arrivée de F qui n'a pas d'antécédent par F. Donc on cherche un UV dans l'espace d'arrivée, dans P de A croix P de B. Qui n'a pas d'antécédent par F. Autrement dit, pour tout X sous-ensemble de E, F de X peut jamais être égal à UV. Si on revient à nos dessins, qu'est-ce qui va poser problème si A inter B est non vide? Cette fois, on dessine A et B comme ceci. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que si je prends U qui est égal par exemple à
On va prendre large, on va prendre toute la couleur. Cette fois, je voulais un surligneur. Donc si je prends U qui est égal à toute l'intersection ici, et que d'un autre côté, je prends un V qui est inclus dans cette intersection, vous devriez réussir à vous convaincre en regardant le dessin que si je prends un ensemble X, quel qu'il soit dans E, et que je fais X inter A, et que X inter A, ça me donne U, alors X inter B, ça va aussi me donner U. Et du coup, j'obtiendrai jamais UV, parce qu'il faudrait que j'ai à la fois X inter A égale U, et X inter B égale V, et ça va pas être possible. Donc, comment, encore une fois, on va formaliser ça? Puisque A inter B est non vide, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Jusqu'ici, on n'a rien dit de révolutionnaire. Donc il existe un X dans A inter B. Et du coup, on va montrer que l'ensemble vide, que le couple ensemble vide singleton X n'a pas d'antécédent par F. En effet, si c'était le cas, donc évidemment quand on dit ça, ça veut dire qu'on fait raisonnement par l'absurde. Supposons par l'absurde qu'il existe un grand X. Hop là, mon crayon m'a lâché, excusez-moi. Qu'il existe un grand X dans E, tel que f de x soit égal à vide singleton x, donc on suppose par l'absurde qu'il a un antécédent. Alors, x égale x inter b par définition de f. Donc petit x, il appartient à grand X. D'autre part, x appartient à A inter B, c'est notre hypothèse sur x. Donc x, il appartient aussi à A. Du coup, x, il appartient à x inter A. Et ça, c'est pas possible parce que par définition de f, on a dit x inter A, c'est l'ensemble vide. Donc on a trouvé un élément dans l'ensemble vide. En général, c'est le signal qu'on est en train de dire n'importe quoi. C'est absurde. On a trouvé un élément dans l'ensemble vide. Mayday, mayday. C'est donc que notre hypothèse est fausse. Donc il n'existe aucun x dans E tel que f de x est égal au couple ensemble vide singleton x. Donc f n'est pas surjective, puisque tout le monde n'a pas d'antécédent. Donc on a montré que si A et B sont disjoints, alors f est surjective, ça c'était la première implication. Et ensuite on a montré que si A et B n'étaient pas disjoints, alors f n'était pas surjective. Donc on a bien montré que f est surjective si et seulement si A et B sont disjoints. Et du coup on peut en déduire à quelles conditions f est bijective. Il faut qu'elle soit à la fois surjective et injective.
Et du coup, il faut qu'on réunisse les deux conditions qu'on a obtenues aux questions 1 et 2. Donc ça, c'est le cas si et seulement si A union B égale E et A inter B égale vide. Donc vous avez peut-être vu dans votre cours que dans ce cas-là, on dit que A et B forment une partition de E. C'est le moment de reviser un peu de vocabulaire. Donc on dit que AB est une partition de E, puisque dans ce cas-là, A et B partitionnent E en deux ensembles disjoints. Et une autre façon de le dire, si A union B c'est tout le monde et que A inter B c'est le vide, c'est qu'en fait B c'est le complémentaire de A. Quelle est la bijection réciproque de F? Quelle est la bijection réciproque de F, pardon? Bah, c'est l'application qui va de l'ensemble d'arrivées de F, donc P de A croix P de B, qui est à valeur dans l'ensemble de départ de F, donc en l'occurrence P de E, et qui a UV, un couple comme ça de P de A croix P de B, va associer son unique antécédent par F. Et donc à la question 2, on a obtenu que un antécédent de UV par F, c'était U union V. Et puisqu'on a montré aussi que dans ce cas-là, F était injective, c'est l'unique antécédent possible pour UV. Donc la bijection réciproque est définie par F-1 de UV égale U union V. Comme toujours, j'espère que c'était clair et que mes patatoïdes vous ont aidé à voir un peu de quoi il retourne pour cette application qui est quand même pas mal abstraite. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt.